Un piège qui se referme, 2000 vies coincées sans issue. Mais qui a vraiment tendu les fils? Myrnograd. Pour la plupart, ce n'était qu'un nom sur une carte, une ville ordinaire du Donbass. 50 000 âmes y vivaient avant que la guerre ne vienne balayer leurs certitudes. À l'automne de l'an 2025, Myrnograd devient pourtant la pièce maîtresse d'un plan méthodique, invisible pour tous sauf ceux qui s'y retrouvent piégés. La population s'efface. À sa place, des chiffres, des rapports, des calculs sinistres, effectifs, kilomètres à tenir, stock de vivres qui fondent. Les récits humains s'évaporent, engloutis par la froideur des bilans militaires. L'encerclement ne relève ni du hasard ni de l'improvisation. Chaque unité, chaque axe, chaque dépôt perdu ou défendu s'inscrit dans un schéma précis, exécuté avec une lenteur implacable. Si l'on remonte dans l'histoire militaire, on retrouve des situations similaires. La bataille de Stalingrad, par exemple, où les Allemands ont tenté d'encercler la ville, ou encore la poche de Falaise durant la Seconde Guerre mondiale, où des armées entières furent reprises au piège. Cependant, à Myrnograd, la modernité change tout. Les drones remplacent les éclaireurs, l'artillerie trace des frontières invisibles, coupant la ville du monde. Les convois de ravitaillement sont réduits à néant, l'étau se resserre, la ville suffoque. Ici, la guerre industrielle s'expérimente en temps réel et chaque habitant devient un pion dans un laboratoire à ciel ouvert. Ce que vous ne voyez pas, ce que l'on ne dit pas, tue plus sûrement que les bombes. Derrière chaque communiqué rassurant, ce sont des espoirs, des familles, une vie ordinaire qui s'effondre, broyée par des chiffres que l'on préfère ignorer. C'est ainsi que, dans la poche de Diane Bienfus, les autorités françaises ont longtemps minimisé la gravité de la situation pour éviter la panique, menant à une catastrophe annoncée. Le silence en temps de guerre devient aussi dangereux que le bruit des armes. Comment en est-on arrivé là? Par quel choix, quelle logique, une ville que personne ne regardait s'est-elle retrouvée au cœur de l'engrenage, sacrifiée pour retarder la chute d'une autre? Pour comprendre la mécanique de ce siège, il faut remonter à ses premiers signes. Des routes fermées, des silences inhabituels, des ordres qui semblent anodins. Chaque décision, chaque omission prépare le terrain pour l'étau final. On pourrait comparer cela à la façon dont, durant le siège de Sarajevo, l'étau s'est peu à peu resserré, les habitants voyant chaque avenue, chaque pont devenir infranchissable, jusqu'à l'asphyxie totale. Regardez la carte, comptez jusqu'à 5. Myrnograd, c'est le verrou du Donbass. À première vue, ce n'est qu'une modeste ville de l'Est ukrainien, perdue dans un labyrinthe de routes et de rails. Mais pour comprendre la mécanique de cette guerre, il faut mesurer l'importance stratégique de ce point précis. Myrnograd, c'est la cité bouclier dressée entre l'armée russe en marche et Pokrovsk, le cœur logistique du front Est. Pokrovsk concentre toutes les routes, tous les chemins de fer, tous les dépôts qui nourrissent l'effort de guerre ukrainien. Tant que Myrnograd tient, Pokrovsk respire et la ligne de défense ne faiblit pas. Mais si Myrnograd cède, Pokrovsk se retrouve exposé, et tout le réseau vital menace de s'effondrer sous la pression ennemie. Ici, il ne s'agit pas d'un siège improvisé ou d'une attaque frontale. Les forces russes orchestrent une manœuvre d'encerclement millimétré, avançant avec une pression simultanée depuis le nord et le sud. Leur but n'est pas seulement de prendre la ville, ils veulent l'étouffer, couper chaque issue, user la garnison jour après jour. Pour illustrer la précision de cette manœuvre, songez à la tactique de double enveloppement utilisée par Hannibal à Cannes en l'an 216 avant Jésus-Christ, où l'armée romaine fut encerclée de manière méthodique et annihilée. À Myrnograd, la technologie moderne remplace les cavaliers d'Hannibal, mais la logique demeure enfermer, isoler, puis détruire. Côté ukrainien, l'ordre est sans ambiguïté. Tenir coûte que coûte. Cela signifie combattre jusqu'à la dernière cartouche, sans certitude de renfort, dans une logique de sacrifice assumé. Chaque heure arrachée ralentit la progression adverse et offre une infime chance de consolider Pokrovsk ou de réorganiser la ligne. Dans les QG de l'OTAN et des états-majors occidentaux, le scénario est anticipé avec une froideur clinique. Le risque d'encerclement est calculé, cartographié, suivi à chaque instant. Mais même avec cette lucidité, chaque jour voit la nasse se refermer un peu plus, et l'espoir d'un secours ou d'une percée s'amenuise inexorablement. L'enjeu ici dépasse le sort d'une garnison isolée. C'est la survie de Pokrovsk qui se joue, et au-delà, la stabilité de tout le front oriental. Derrière les lignes, des milliers de civils, familles et volontaires dépendent de cette fragile logistique. Une route coupée, un dépôt détruit, et tout un secteur peut sombrer. Pour ces civils et soldats, chaque vie est suspendue à des décisions prises à des centaines de kilomètres, dans des salles feutrées où la valeur d'une ville devient une simple variable sur une carte. Là, le sacrifice est calculé, le temps acheté au prix du sang.
Mais au-delà des cartes et des ordres, la réalité du terrain échappe à la logique des états-majors. Quand le piège se referme, tout bascule, peur, confusion, résistance acharnée, le quotidien des assiégés commence. C'est ici que naît vraiment l'histoire de Myrnograd. Pour comprendre ce qui s'est joué à Myrnograd, il faut d'abord saisir comment la ville est passée, en quelques semaines, d'un simple point sur la carte à l'épicentre d'une bataille décisive. C'est dans les détails des premiers jours du siège que se dessine le destin du Donbass. Quand la rumeur de l'encerclement se matérialise, la certitude tombe. Il n'y aura pas de sortie. Ce matin du 29e novembre 2025, la garnison de Myrnograd comprend que chaque mètre perdu la rapproche de la fin. Le front fluide la veille est devenu une nasse glacée. À l'est, au sud, au nord, l'étau se resserre, méthodique, implacable. Les tentatives de briser le piège se succèdent, toutes vouées à l'échec. À l'aube, une colonne mécanisée s'élance. 10 véhicules, 3 chars, 120 hommes. À 9h07, silence radio. 80% de la force sont anéantis en moins de 25 minutes. Les survivants, hagards, regagnent les ruines. Chaque tentative coûte si cher qu'envisager un nouvel assaut confine à la folie. L'histoire militaire regorge de ces colonnes perdues. À Stalingrad, l'armée de Paulus a tenté à plusieurs reprises de percer l'encerclement soviétique, souvent avec le même résultat tragique. Même plus récemment, à Debaltseve en 2015, les forces ukrainiennes ont vu leur tentative brisée sous une pluie d'artillerie et de tirs croisés. À l'intérieur, la garnison n'a plus rien d'un bloc uni. On y trouve des fragments de la 68e brigade, des restes de la 72e, des marins arrachés à la mer Noire, des volontaires fatigués, des unités de défense territoriale. Ration comptée à l'extrême. Chaque cartouche, chaque biscuit, chaque compresse pèse le prix d'une vie. Pour mieux comprendre la réalité de ces derniers jours, imaginons la scène. Dans une cave sombre, un médecin, autrefois chirurgien dans un grand hôpital de Kiev, tente d'opérer avec une lampe frontale et quelques outils tons récupérés. Autour de lui, des blessés attendent dans le silence, certains récitant des prières, d'autres relisant pour la 100e fois les derniers messages de leurs proches. Chaque bruit à l'extérieur fait sursauter. Chaque vibration du sol rappelle que la mort rôde à chaque étage. Le 12 novembre, la dernière relève réussit à entrer. Après cela, les ordres changent de ton. Il ne s'agit plus de résister jusqu'à la prochaine rotation, mais de tenir sans espoir de secours. Le sacrifice devient la stratégie, et la consigne tombe, froide, tenir jusqu'au bout, coûte que coûte. Le kotel, mot clinique, réalité infernale, s'impose comme quotidien. Plus d'électricité, plus de sortie. Les blessés s'entassent dans les caves, la nourriture se partage à la cuillère, les munitions s'égrènent une à une. À chaque vol de drone, la peur monte. La moindre source de chaleur, le plus discret chuchotement, tout mouvement sous les décombres peut déclencher un tir de barrage. La guerre psychologique s'installe, harcèlement nocturne, fausses annonces radio, promesses de reddition, chaque détail vise à briser l'esprit avant le corps. Cette pression n'est pas sans rappeler le siège de Leningrad, où, malgré l'horreur de la famine et le froid, la résistance s'est organisée, chaque quartier devenant une forteresse, chaque habitant un survivant improvisé. Mais à Myrnograd, la technologie moderne accélère la détérioration. Les signaux téléphoniques sont brouillés, les drones repèrent tout rassemblement, les tirs sont d'une précision redoutable. Jour après jour, le rationnement devient loi. Les blessés savent qu'ils ne sortiront pas. Les officiers le savent aussi, mais organisent la défense car tenir un jour de plus offre une chance à Pokrovsk. Myrnograd n'est plus une ville, c'est un symbole d'endurance, laboratoire cruel d'une guerre industrielle où l'humain s'est réduit à une variable stratégique. Refuser la leçon de Myrnograd, c'est détourner le regard de la mécanique froide de la guerre moderne. Chaque soldat, chaque quartier peut soudain devenir sacrifiable, broyé par une logique implacable. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des destins réels, écrasés par la stratégie du « kotel ». Mais l'encerclement n'est qu'un début. Le pire commence quand la survie au jour le jour devient l'unique bataille. À l'extérieur, la pression ne faiblit pas. Chaque heure de résistance à Myrnograd modifie l'équilibre du front. Pokrovsk, encore libre, attend son sort. On pourrait comparer ce suspense à la situation d'Arras en 1940, où la résistance de quelques unités a permis à des milliers d'autres soldats de se replier vers Dunkerque. Parfois, tenir quelques heures change le destin de milliers d'hommes. Quand l'espoir se rationne, la peur s'installe. Pour ceux enfermés dans le kotel de Myrnograd, chaque jour s'étire comme une condamnation lente. Les vivres diminuent, l'eau se filtre goutte à goutte, chaque boîte de conserve grignotée par trop de mains. Les blessés s'entassent dans les sous-sols, opérés parfois à vif sous la lumière tremblante des lampes frontales.
Les médicaments s'amenuisent, la fièvre gagne du terrain, l'odeur de l'infection se répand plus vite que n'arriveront jamais les secours. Le silence n'existe plus. À toute heure, le crépitement des drones, les obus qui pleuvent et les radios grésillantes rappellent aux défenseurs qu'ils sont coupés du monde. Les messages se disloquent. Un appel au secours, une voix familière à peine audible, puis le bruit blanc, le brouillard électronique, aussi étouffant que l'encerclement lui-même. La tactique russe n'a rien de spectaculaire. Pas de ruée, pas de charge héroïque. Juste la pression constante. Chaque jour, chaque nuit, harcèlement d'artillerie, frappes ciblées, coups répétés. L'ennemi ne cherche pas la gloire, mais l'épuisement, la fissure, la reddition par asphyxie. Pour ceux qui tiennent encore, personne ne parle sérieusement de percer. Tenter de sortir ? Impossible. Les évasions sont écrasées sous le feu croisé, les colonnes anéanties avant même d'avoir quitté la ville. Évacuer les civils ? Refus catégorique. Capituler ? Tabou même lorsque ne subsiste que le choix entre l'anéantissement ou l'effacement administratif. Cette expression qui, à l'arrière, devient le voile pudique pour ceux dont on ne parlera plus. Sur le reste du front, le souffle se retient. Mirnograd est la digue, si elle cède, Pokrovsk vacille, et avec elle toute la logistique de l'ouest du Donbass. Dépôts, routes, voies de ferrées, tout converge vers Pokrovsk, qui n'existe que parce que Mirnograd retarde l'inévitable. Un effet domino redouté par tous les états-majors occidentaux commence à vibrer. À l'ouest, le ton change. Les responsables, jadis confiants, préparent désormais l'opinion à une réévaluation stratégique. Les mots choisis peinent à masquer la résignation. Pour les soldats encerclés, le message est limpide. Leur combat n'a de valeur que pour gagner quelques heures, quelques jours, au prix de leur effacement. Ils deviennent la monnaie d'échange dans une stratégie nationale où chaque minute coûte une vie. Ici se joue plus qu'une bataille. La capacité d'une nation à sauver ses hommes, la capacité du public à regarder la vérité en face. Quand l'histoire s'écrit au prix du silence, chaque nom perdu dans le cotel questionne notre propre lucidité. Quelles leçons tirer de ce désastre soigneusement orchestré ? Peut-on éviter d'autres Mirnograd ou sommes-nous condamnés à rejouer éternellement le même drame ? Pour comprendre comment ce piège s'est refermé, il faut revenir au mois précédent. Tout commence lorsque les premières lignes de ravitaillement sont coupées, isolant Mirnograd dans une lente agonie. Derrière chaque chiffre, il y a des visages. Derrière chaque silence, une décision. Ce n'est pas seulement un drame militaire, c'est une leçon sur notre rapport collectif à la vérité, à l'épreuve, à la guerre même. Pourquoi ce silence tenace ? Dès le premier jour du siège de Mirnograd, l'État a choisi d'étouffer l'ampleur de l'encerclement, de minimiser les pertes, d'éviter la panique à l'arrière. Cette stratégie, censée protéger, a isolé les soldats, privé leurs familles de nouvelles et renforcé la désinformation. Le silence est devenu une forme d'effacement et un choix politique, lourd de conséquences. Dans cette guerre industrielle, la logistique est le facteur décisif, trop souvent ignoré du grand public. Les récits parlent d'héroïsme ou de désastre, mais sur le terrain, tout dépend de la capacité à maintenir les flux vitaux, munitions, nourriture, soins. Mirnograd l'a démontré une fois de plus. Lorsque la logistique rompt, le sort des hommes est déjà joué. Mais la guerre change de visage. Les drones quadrillent sans relâche les zones grises. C'est no man's land où chaque silhouette devient cible. Les couloirs de sortie se transforment en tuyaux de la mort. Quelques kilomètres à franchir sous les tirs, où la survie devient un pari et la technologie un multiplicateur de cruauté. À Mirnograd, chaque tentative d'évasion ou de ravitaillement s'est fracassée contre la réalité du XXIe siècle. Surveillance totale, frappe anonyme, espoir réduit à un fil. Au cœur de cette mécanique, une question morale. Une société, un commandement, a-t-il le droit de sacrifier une garnison pour en sauver une autre, pour gagner quelques jours ? Peut-on justifier l'abandon de 2000 soldats piégés afin de retarder la chute d'une autre ville tout en taisant la vérité au public ? L'impératif militaire affronte la responsabilité politique. À chaque silence correspond ce dilemme. Préserver la stratégie ou reconnaître la perte humaine. Le danger le plus insidieux, c'est le détachement progressif. On préfère ne pas savoir, croire que ces drames resteront loin de nous. Mais Mirnograd rappelle une vérité brutale. Ignorer la réalité de la guerre, c'est s'y préparer à l'aveugle. S'informer, comprendre, transmettre, ce n'est pas du cynisme, mais une responsabilité collective, pour que la vulnérabilité des uns éclaire la vigilance de tous. Ne rien apprendre de Mirnograd, c'est accepter le risque de répéter l'histoire. Comprendre, c'est déjà renforcer la résilience de nos propres sociétés. Reste une question suspendue. Que ferez-vous de ce savoir ? Mais ce savoir n'est pas une fin. Il appelle à l'action, à la vigilance.
car la suite dépendra de ce que chacun décidera d'en faire. Myrnograd n'est pas seulement un point perdu sur une carte, c'est un signal d'alarme. Ce qui s'est déroulé ici dépasse la tragédie locale et le calcul stratégique. Myrnograd est un miroir de notre époque, un révélateur de notre façon de penser la guerre, de ressentir, de nous souvenir. Le piège méthodique, ce cocktail froid, a mis à nu une logique où des cités entières deviennent de simples variables, où la géographie et la vie humaine s'effacent devant l'avantage tactique. Oublier Myrnograd, ce n'est pas effacer un nom ou une date. C'est accepter que des garnisons soient sacrifiées pour quelques heures de sursis, que des milliers de vies glissent dans les marges des rapports, que l'effacement des victimes soit intégré au jeu. Se souvenir, à l'inverse, c'est refuser la fatalité. C'est rester lucide face à l'imbrication de la technologie, de la désinformation et de la stratégie qui rendent la guerre invisible, même pour ceux qui sont tout proches. C'est s'opposer à ce que la brutalité industrielle transforme d'autres Myrnograd en simples traits rouges, en chiffres sans histoire. La dette de Myrnograd ne se paie pas avec la compassion seule. Elle exige la vigilance, comprendre ce qui a rendu ce drame possible, déceler les rouages politiques, militaires et médiatiques qui ont isolé une ville pour en faire un exemple du sacrifice silencieux. Chaque décision, chaque silence, chaque indifférence nourrit le risque de voir d'autres territoires happés dans la mécanique de l'effacement. La mémoire de Myrnograd nous force à regarder plus loin que la surface, à remettre en question ce que nous croyons inévitable. Elle impose d'exiger des comptes, de défier les récits officiels, de refuser que la violence logistique et l'enfermement deviennent la norme cachée des guerres à venir. Ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, mais une nécessité vitale pour nos communautés, nos institutions, notre propre sécurité. Car ce qui s'est joué à Myrnograd, c'est la démonstration que l'oubli tue deux fois, d'abord ceux qui tombent, puis ceux qui ne tirent aucune leçon de leur disparition. En gardant Myrnograd en mémoire, nous nous donnons une chance de reconnaître à temps les signes d'autres encerclements, d'empêcher que la mécanique de l'effacement ne se répète dans le silence. La lucidité collective demeure notre ultime défense contre la répétition du sacrifice ignoré. Mais comment transformer cette lucidité en action concrète ? Premièrement, il est essentiel de soutenir un journalisme d'investigation indépendant, capable de recueillir les témoignages des survivants, de vérifier les chiffres, de contester les versions officielles. Durant le siège d'Alep, par exemple, ce sont des journalistes et des ONG courageuses qui ont permis au monde de saisir l'ampleur de la tragédie, malgré la censure et la désinformation. Deuxièmement, il faut exiger de nos gouvernements une transparence accrue sur la gestion des crises, notamment en matière d'information sur les pertes et sur les choix stratégiques. Ce type d'exigence citoyenne a permis, après la guerre du Vietnam, de réformer la communication militaire américaine, autrefois marquée par le scandale des Pentagon Papers. Troisièmement, chaque citoyen peut s'impliquer, même à distance, en relayant des informations vérifiées, en soutenant les familles de soldats, en participant à des collectes de fonds ou de matériel humanitaire pour les victimes des conflits. À Sarajevo, ce sont les réseaux de solidarité internationale qui ont permis à des milliers de personnes d'obtenir nourriture et médicaments contre la logique mortifère du siège. Enfin, il s'agit de développer une culture de la mémoire active, organiser des commémorations, des débats, des expositions, afin de ne pas laisser la poussière recouvrir les drames du passé. L'Allemagne contemporaine, par exemple, a fait de la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale un pilier de son identité civique, précisément pour éviter que l'oubli ne serve de terreau à de nouveaux drames. Myrnograd n'est pas unique. Dans le monde, des villes comme Mossoul, Grozny ou Mariupol ont connu le même sort d'encerclement, de sièges, de sacrifices souvent silencieux. Les leçons trop souvent sont ignorées, puis redécouvertes dans la douleur d'un nouveau désastre. Pourtant, rien n'est inévitable. L'histoire offre aussi des exemples de sièges brisés, de villes sauvées grâce à la ténacité des défenseurs et à la mobilisation de l'opinion publique. À Leningrad, malgré la famine et l'horreur, la ville a tenu plus de 900 jours. À Bastogne, lors de la bataille des Ardennes, une garnison encerclée a résisté jusqu'à l'arrivée des renforts, galvanisée par la solidarité internationale. Il existe donc une part d'espoir, une possibilité d'action, si l'on refuse la logique du sacrifice silencieux. Refuser, c'est déjà agir, analyser, transmettre ce souvenir, telles sont les premières lignes de défense contre la répétition de l'histoire. Alors, à chacun d'agir à son niveau. Informer, questionner, ne pas détourner le regard, soutenir l'indépendance des médias, encourager la transparence des institutions, cultiver la mémoire des drames passés.
C'est ainsi que Myrnograd, au lieu d'être une simple tragédie de plus, pourra servir de point de bascule, de signal d'alarme pour les générations à venir. Car au bout du compte, la question n'est pas seulement ce que Myrnograd a coûté, mais ce qu'elle peut encore nous apprendre. Le piège s'est refermé, mais la leçon, elle, demeure ouverte. À nous d'en faire bon usage.